Les activités syndicales désormais suspendues dans les universités ivoiriennes. Une décision aujourd'hui du Conseil des ministres après les violences survenues à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Grand Bassam, après les attentats du 13 mars dernier, la vie a repris son cours. Mais les opérateurs économiques sont-ils satisfaits? Nous allons les rencontrer. Enfin, au Mali, 2 groupes djihadistes revendiquent l'attaque contre le camp militaire de Nampala dans le centre du pays. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Les étudiants de Côte d'Ivoire ne doivent plus mener des activités syndicales et cela jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision du Conseil des ministres tenue aujourd'hui au palais présidentiel à la suite des violences survenues le 18 juillet dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La réunion gouvernementale a également nommé le professeur titulaire de philosophie Abou Karamoko au poste de président de cette université. On va maintenant écouter les précisions du porte-parole du gouvernement ivoirien, le ministre Bruno Koné. Le Conseil des ministres a longuement évoqué cette question et a pris un certain nombre de mesures. Premièrement, pour la sauvegarde de l'image de l'université, la crédibilité de notre système d'enseignement supérieur, la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des syndicats d'étudiants sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la nomination d'un nouveau président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce nouveau président est le professeur Abou Karamoko, professeur titulaire de philosophie. Troisièmement, c'est la nomination dans les prochains jours d'un nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires, ce qui s'appelle le CROU. Il a été recherché et trouvé des financements qui vont permettre aujourd'hui de traiter toutes les questions résiduelles liées aux infrastructures sociales, liées aux infrastructures technologiques, liées à l'amélioration des conditions de vie et de travail sur nos campus et dans nos universités. Ce sont des mesures importantes, c'est plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Autre actualité, on part maintenant dans la région du sud Comoé, plus précisément à Grand Bassam. 4 mois après les attentats perpétrés par les combattants djihadistes de Al-Qaïda au Maghreb islamique, le secteur du tourisme semble avoir relevé la tête. Les plages accueillent beaucoup de monde. Les opérateurs économiques, restaurateurs et hôteliers sont-ils satisfaits de la reprise économique à Grand Bassam? On en parle avec Serge Collet. Dimanche ensoleillé sur Grand Bassam en ce mois de juillet. Le vent des vacances souffle sur la cité balnéaire. Des jeunes en provenance d'Abidjan s'activent. Bon, nous partons sur la plage de Bassam. C'est venu voir le coin, un peu comment le coin va. Comme eux, nous décidons de prendre le pouls des plages 4 mois après l'attentat meurtrier qui a fait plus de 20 morts. Sur le vieux pont qui relie le reste de la commune à l'ancienne ville coloniale, des minicars bondés roulent en direction du rivage de la mer et de ses lieux de détente. Sur place, des centaines de vacanciers profitent de ces moments propices à la nage et à la détente. L'ambiance et puis il y a du monde. On se rend compte que les choses ont bien repris et on est vraiment content. Aucun doute pour eux, le 13 mars n'est rien d'autre qu'un triste et mauvais souvenir à vite oublié. Je pense que la plage est sécurisée. Tout le monde doit venir à la plage sans avoir peur. Balade entre copains, bouffe party, causerie en amoureux, football de plage, équitation, les visiteurs s'occupent. Certains sont venus en famille comme cette jeune fille accompagnée de son enfant. En tout cas, vraiment, il y a la vie à Bassam. Preuve que Grand Bassam retrouve des couleurs sans peur. Ce photographe que nous avons trouvé à l'œuvre ne pouvait espérer mieux. Il est 14h, j'ai à peu près fait 100 photos. Donc jusqu'au soir, peut-être je peux arriver à 150, ça dépend. Si ça pourrait se remplir comme ça, chaque jour comme ça, on sera très content. Pour les hôteliers et restaurateurs rencontrés, les choses n'ont pas du tout été roses ces 4 derniers mois. En termes de recettes, il faut dire que c'est pratiquement zéro. Parce que certes, il y a les visiteurs de dimanche, mais on a surtout nos amis séminaristes qui ne sont pas encore véritablement revenus. Malgré les efforts du gouvernement pour restaurer la sécurité et la paix sur les plages,
Bassam n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière dans le domaine du tourisme et du divertissement. On avait demandé au gouvernement de nous aider déjà seulement en nous amenant des séminaires de l'administration pour nous permettre de tenir pour ces 6 mois. Mais ce n'est pas le cas. On était programmé pour des séminaires jusqu'au mois de décembre. Là aujourd'hui, tout a été déprogrammé complètement. Les gens préfèrent aller à l'intérieur du pays, préfèrent aller ailleurs au lieu de revenir sur Bassam. Les opérateurs du Grand Bassam réclament un autre coup de pouce de l'État pour véritablement se relancer. On souffre. On était même obligé ce mois-ci de mettre la moitié du personnel en chômage technique. Même si les hôteliers sont encore à la peine, on peut le dire au regard de l'ambiance. 4 mois après l'attentat du Grand Bassam, la cité balnéaire retrouve progressivement son statut de ville de tourisme et de détente par excellence. Retour dans le district d'Abidjan où les acteurs de la publicité ont participé récemment à un atelier de formation. Ils ont été invités à adhérer massivement à l'association Côte d'Ivoire Normalisation, Codinorm. Il s'agit donc d'être un acteur reconnu de l'activité de normalisation dans le pays. Éric Goré. Les professionnels de la publicité sensibilisés sur l'importance de la certification des produits avant toute publicité. Cette certification délivrée par Codinorm garantit la sécurité du consommateur. Les attestations de conformité que nous donnons sont des facteurs bloquants. Les entreprises sont évidemment invitées à attester la conformité de leurs produits, bien sûr, dans l'intérêt du consommateur, justement pour que la publicité puisse se faire, pour pas qu'elle soit mensongère et qu'on puisse faire de la publicité de produits qui soient dangereux pour les opérateurs économiques. La disposition est en vigueur depuis 1988, mais elle n'est pas respectée par certaines agences de publicité. C'est pourquoi le CSP et Codinorm ont instruit les acteurs sur l'importance de cette certification qui a pour but de préserver la santé du consommateur. Pour les participants, cette rencontre était plus que nécessaire. Quand un client vient avec un dentifrice pour nous dire que ça combat les caries dentaires et que maintenant on apprend véritablement avec les experts que ce produit encourage, favorise la carie dentaire, ben nous on est dans le faux, mais on ne savait pas qu'on était dans le faux. Là je pense maintenant qu'on va voir avec eux comment est-ce qu'on pourrait avoir la liste de tous les produits normalisés en Côte d'Ivoire, la liste de toutes les marques normalisées en Côte d'Ivoire, et puis voir déjà si c'est déjà possible de voir si un client vient nous voir qui n'est pas normalisé, est-ce que nous on peut faire la démarche contre ça. Les professionnels de la publicité pourront consulter la liste des produits ou entreprises certifiées par le site www.produits certifiés Codinorm Côte d'Ivoire. À présent, un tout autre atelier de formation, celui des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer leurs capacités en matière de communication en vue des prochaines échéances électorales. C'est une initiative de ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies, consacrée à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire se retrousse les manches pour mener le combat politique de la sous-représentativité féminine dans les instances de prise de décision. Pour relever le défi, le caucus, en partenariat avec ONU Femmes, mise sur la qualité de la participation des candidates aux postes électifs en Côte d'Ivoire. Avec les législatives dans le viseur, un séminaire de formation a été initié ce mardi à l'intention des députés et potentiels candidats sur les stratégies de communication en période électorale. Cette capacitation a pour objectif d'octroyer aux femmes parlementaires les outils et mécanismes visant à mener la campagne électorale avec assurance, améliorer sinon renforcer l'argumentaire et la stratégie de communication des femmes parlementaires candidates aux élections législatives, les préparer à affronter le terrain politique afin de s'illustrer particulièrement auprès de leurs électeurs. Communication web, comportement, messages à transmettre avant, pendant et après les campagnes électorales, tous les mécanismes ont été abordés avec les participants de cet atelier. Depuis très longtemps, nous sommes sur le terrain. Nous pensons qu'avec cet atelier encore, nous allons être encore plus forts parce que nous, les femmes, nous aurons en face de nous des hommes. Il faut aller au contact des électeurs, il faut avoir les arguments nécessaires. Il ne s'agit pas d'aller sur le terrain dénigrer ceux qui y sont déjà, mais il faut apporter le verbe nécessaire.
Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, les chiffres interpellent. On compte seulement 25 femmes sur 255 députés de l'Assemblée nationale, une femme pour 31 hommes au niveau des conseils régionaux et 11 femmes contre 197 hommes dans les mairies. Voilà, on faisait le point avec Salimatou Dia et Hamza Diaby. Mans, dans la région du Tonkpi, sera bientôt doté d'une nouvelle clinique de l'association ivoirienne pour le bien-être familial. Cette antenne régionale de l'AIBF va donc permettre aux populations de bénéficier de consultations en santé sexuelle et planification familiale. C'est un reportage de Eve Boué. Une pancarte qui sûrement en dit long sur l'état des lieux de la clinique de l'association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF de Mans. Située au quartier commerce dans les locaux d'une ONG, la clinique AIBF de Mans présente un visage peu reluisant. Notre clinique n'est pas adaptée. On n'a pas un site propre à nous. On loue les locaux avec le centre d'excellence des femmes à Mans. Le local est petit et ça devient un peu compliqué pour nous. Ça fait qu'on n'arrive pas à donner les prestations en fonction de nos qualités, de nos connaissances. Et ça constitue beaucoup. Des préoccupations qui ont été au cœur des débats au cours de la 35e Assemblée générale ordinaire de l'AIBF, tenue récemment dans la capitale de la région du Tonkpi. Peut-être une lueur d'espoir. On a obtenu un grand terrain, une surface pour construire. Récemment, les architectes étaient sur le terrain pour voir la faisabilité. Et avec l'AFD et l'État du Côte d'Ivoire, nous savons que l'AIBF va bénéficier de cette clinique-là très bientôt. En attendant donc la construction de cette clinique régionale, l'AIBF continue de jouer son rôle d'ONG d'utilité publique, à savoir contribuer à la réduction de la pauvreté par la promotion de la santé en matière de sexualité et de reproduction. Et, selon les responsables et les acteurs de l'AIBF de Mans, depuis la reprise des activités dans la région, le taux de planification familiale est passé de 3% en 2012 à aujourd'hui 13%. Un espoir dans la lutte contre le sida. En effet, les résultats prometteurs d'un essai préliminaire d'un vaccin ont été présentés hier en Afrique du Sud lors de la 21e conférence internationale sur le VIH. Ces travaux vont permettre de mener une étude à plus grande échelle à partir de cette année. La 21e conférence internationale sur le sida s'est donc ouverte le 18 juillet dernier à Durban, en Afrique du Sud. On relève cependant une petite note d'inquiétude. Plusieurs organisations ont en effet évoqué la baisse du financement de la recherche par les pays donateurs. Au Mali, 17 soldats tués et 35 autres blessés dans une attaque contre le camp militaire de Nampala dans le centre du pays. Cette offensive a été revendiquée séparément par deux organisations. Il s'agit du groupe djihadiste Ansardine et de l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul. Nouvelle opération meurtrière contre l'armée malienne. Hier mardi, dans la ville de Nampala, au centre du Mali, une caserne de l'armée a été attaquée. Bilan, 17 morts et 35 blessés parmi les forces maliennes. Pour faire face à la situation, le président Ibrahim Boubacar Keïta a réuni plusieurs ministres lors d'un conseil de sécurité restreint. Il promet une réponse rapide et une enquête. Selon les premières informations, quelques dizaines d'assaillants lourdement armés à bord de véhicules ont tiré sur le camp avant d'en prendre le contrôle. Rapidement, une autre équipe attaque les postes de sécurité qui sont autour du camp principal. Déjà 3 jours avant les faits, des mouvements suspects avaient été signalés dans le secteur de Nampala. Notons que l'attaque a été revendiquée par deux groupes, la brigade Massina d'Ansardine et l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice. Voilà des précisions de Alexis Ouedraogo. Cette information pour terminer, l'Estonie va finalement présider l'Union européenne à la place du Royaume-Uni en 2017. Londres ayant annoncé aujourd'hui qu'elle renonce à assurer la présidence tournante du Conseil de l'UE de juillet à septembre 2017. C'est donc la première conséquence du vote sur le Brexit. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette édition. Prochain rendez-vous demain, 19h30. Et ce sera bien sûr sur RTI2.